Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai. Comment ça va aujourd'hui, Andy? Ça va bien, toi? Ça va. Un peu rushé, mais Ouais. ça va bien. Avant de commencer l'épisode, on voulait vous faire ça rapidement. Donc, pour nous appuyer, pour qu'on puisse continuer à faire des épisodes pour vous, que ce soit vidéo ou audio, dans ce beau studio sans filtre, on vous invite à nous aider financièrement. Donc, que ce soit un don de n'importe quel montant, tous les montants nous aident. Donc, via le PayPal, qui est toujours sous la description, peu importe dans la plateforme où est-ce que vous l'écoutez, il y a toujours le premier lien que vous voyez, c'est notre lien PayPal. Sinon, vous avez aussi accès à des mensualités via le Patreon, que ce soit 2, 4 ou 6 $ par mois, c'est rien du tout. Et avec cette mensualité-là, non seulement vous appuyez votre podcast préféré, mais aussi vous avez accès à des épisodes exclusifs et vous avez accès aux épisodes une semaine à l'avance. Donc, vous avez you got the tea before everyone else. Yup. Et vous avez aussi un lien direct avec nous, donc vous pouvez parler, faire des demandes spéciales. We're there for you. Donnez-nous des idées de sujets de thème ou whatever que vous voulez qu'on parle pendant les épisodes. It's up to you. Sinon, si vous voulez pas avoir qu'on vous réponde si vite que ça, mais peut-être qu'on va vous répondre, mais vous pouvez nous écrire en commentaire sur notre vidéo YouTube, sur notre Instagram. Vous pouvez nous DM, whatever. Mais le plus que vous interagissez avec nos réseaux sociaux, enfin, le plus que c'est bénéfique pour nous. Donc, n'oubliez pas que si vous écoutez sur Spotify en ce moment, vous pouvez vous abonner, nous laisser un rating de 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, j'imagine que vous pouvez vous abonner aussi et peut-être nous laisser un rating, sûrement. Je sais pas. J'utilise Apple Podcast en plus pour mes podcasts, mais genre, j'ai jamais checké. Mais il y a ça, sinon, sur notre Instagram. Mais suivez-nous, commentez quand on pose des affaires. Même si c'est juste un emoji, ça fait toute la différence. Enregistrez notre post, envoyez-le à des amis, share-le en story. Tout le kit, là, ça peut nous aider. Puis ça nous aide, même si ça vous a rien coûté. Ça vous a coûté 30 secondes de votre vie, au pire. Même pas. Alors voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Oui. Donc on vous la présente tout de suite. Alors on a ici avec nous Alessandra. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Oui, ça va. En fait, j'ai pas dit ton nom de famille parce que je l'ai ici. Attends. C'est Devolski. Devolski. Oui. Alessandra Devolski. Donc présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, En salut quelques mots. encore une fois. Merci beaucoup. Je suis super contente d'être sur Catchai avec vous aujourd'hui. Et je suis juriste de formation. Je suis avocate au Brésil, mais je fais mon processus d'immigration à Montréal en 2015. Donc, depuis ce temps-là, j'enseigne dans les programmes de maîtrise et de doctorat à l'UQAM, dans au département de sciences juridiques. Et je dirige une SBL à Côte-des-Neiges qui s'appelle Corporation de développement communautaire à Côte-des-Neiges. Donc, j'en travaille dans les milieux communautaires que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, il y a une implication politique. Il y a un titre de militante aussi au Brésil qui prend une grande partie, je dirais, de ma vie, qui c'est la militance dans la communauté noire brésilienne. Et en arrivant justement au Québec, je n'ai pas pu prendre en considération et observer les enjeux qui sont semblables au Brésil. Donc, j'ai aussi une implication ici, non seulement pour soutenir les Brésil et la population autochtone de la communauté noire, mais aussi, bien évidemment, je suis très aware, je dirais, des situations de racisme systémique à Montréal, au Québec. Magnifique, fabuleux. Oui. Et donc, comme à l'habitude, nous, à Catchai, on fait notre Minute Latina qui permet à nos auditeurs, en fait, d'en apprendre plus sur notre culture, la communauté latinex, qui inclut, pour beaucoup qui ne l'oublient, le Brésil aussi. Donc, alors, je te redonne la parole pour nous présenter. Bon, mais les Brésil. Les Brésil, c'est un pays... en fait, pardon, je voulais dire je sais pas si c'était une personnalité du Brésil, mais en fait, l'œuvre ou l'artiste que tu voulais présenter pour... désolée, c'était pas clair. OK, moi, j'étais comme... je vais présenter les Brésil d'une façon générale, mais de toute manière, quand je vais parler quand même de ces deux personnalités-là, je peux pas... Il faut que je fasse... Les deux. En vérité, j'étais vraiment mitigée, là, je... 3, mais bon. En tout cas, on se calme. Donc, j'aimerais vraiment parler d'une personne qui a eu vraiment une ascension
très, très, très importante les dernières années dans les champs intellectuels et de la militance pour la communauté noire au Brésil, qui c'est Jamila Ribeiro. C'est une philosophe, une militante, une activiste qui, parmi ses œuvres, il y a un livre qui c'est très spécial, qui s'appelle Lugar de Fala, c'est-à-dire un peu comme standing point ou la place de la parole, je dirais, un peu pour expliquer quel est l'impact et quelles sont les répercussions qu'une femme noire fait de la philosophie, fait de la politique, et expliquer aussi, bien évidemment, c'est un concept philosophique, politique, mais qui explique l'importance, je dirais, que les femmes noires, les femmes autochtones, qu'elles puissent accéder à des places, à des postes décisionnels, à des places importantes dans l'espace public pour pouvoir parler de la réalité brésilienne selon leur perspective, leur vécu qui est aussi important. Donc, je dirais que il y a cette personnalité, je dirais, brésilienne, qui c'est quelqu'un qui est très intéressante pour connaître son ouvrage et bien évidemment aussi tout son travail qui vient avec. Elle a des ouvrages qui sont traduits en français. Donc, c'est quelqu'un qui a des textes qui sont accessibles aussi pour la francophonie. Mais je ne pourrais pas non plus, en parlant de Jamila Ribeiro, ne pas parler de... C'est vraiment quelqu'un que j'ai une profonde admiration. J'ai cofondé avec lui l'Institut Luiz Gama au Brésil, qui c'est un institut qui offre de l'aide juridique gratuite pour les personnes qui ont souffert de racisme dans leur milieu de travail. Wow. Comme vous le savez, le Brésil, 56% de la population brésilienne, c'est la population noire. Et nous sommes quand même, on réunit la plus grande communauté noire hors du continent africain. Donc, c'est vraiment un groupe majoritaire et important au Brésil. Et Silvio Almeida, c'est juste philosophe, c'est un intellectuel public, je dirais. Lui aussi, il a lancé un livre qui s'appelle Racisme structural, qui en français, ça serait... c'est drôle parce qu'au Brésil, on ne parle pas de racisme systémique. Au Brésil, on a adopté une autre terminologie, mais ça veut dire à peu près la même chose, mais c'est racisme structurel. Et on discute beaucoup, comme il y a tous ces champs de discussion ici à Montréal, au Québec. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a bien évidemment Jamila Ribeiro, Silvio Almeida, ce sont des personnes qui sont en train d'ouvrir des chemins qui ont été ouverts depuis très, très longtemps par des militants et par des personnes qui peut-être n'ont pas eu en raison de temps historique brésilien qui n'est donné aucune place pour ces personnes-là. Mais ils ont quand même arrivé à occuper un espace public très important au Brésil maintenant. Donc, ils sont entendus, tant mieux. Mais pour ce faire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, je dirais, qui sont tombés en chemin. À la maison, j'ai un petit cadre de certaines militantes qui se sont suicidées, qui ont eu des maladies, des problèmes de santé mentale parce que la vie est très difficile pour les personnes noires au Brésil, mais encore plus difficile quand tu adoptes, je dirais, un chemin de la militance, le chemin de dénoncer les affaires parce que tu es visé. Et tu es stigmatisé. Et c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur de vraiment célébrer l'existence de nouveaux intellectuels publics et des personnes qui, effectivement, font la société progresser, s'améliorer, mais en honorant en même temps ceux et celles qui ont bâti un peu le chemin pour qu'on existe aujourd'hui. Pardon. Excellent, dans le fond, là, mais c'est... Dans le fond, ça vient vraiment toucher de quoi qu'on veut parler aujourd'hui. On veut vraiment parler du colorisme présent dans la communauté latina et on peut évidemment se concentrer sur le Brésil vu que tu t'y connais très bien. Mais c'est fou comment est-ce que ça... Je savais pas que le pourcentage, c'était... Tu as dit 52, 56? 56%, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant, là, parce que je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je savais pas que c'était plus de la majorité, là, carrément. C'est plus que le 50%. Ils sont quand même... il vit quand même beaucoup de racisme. C'est fou. Est-ce que c'est... Mais je me demande, c'est quand est-ce que ça commence un peu ce genre de
de comportement-là? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui continue encore avec la communauté un petit peu plus jeune ou c'est vraiment, ça commence à vieillir, ce mouvement-là de racisme? Qu'est-ce que tu penses? Je te dirais, c'est tellement intéressant que tu me poses cette question de cette manière parce que je dirais que j'aurais aimé beaucoup que des personnes comme Jamila Ribeiro et Silvia Almeida auraient pu avoir la place dans l'espace public qu'ils ont maintenant quand j'étais adolescente. Ça allait vraiment m'aider et aider plusieurs personnes parce que le système scolaire au Brésil est très violent, je dirais, avec les enfants noirs. Et je pense que ça ne veut pas dire que leur existence fait disparaître les racismes, bien au contraire, mais ça outille la jeunesse à pouvoir riposter, à nommer ce qui arrive, à pouvoir identifier un comportement inacceptable qui est en attente à sa dignité. Parce que ce qui est arrivé avec nous, moi qui est née dans les années 80, en dénonçant mon âge, parce que je viens de faire 40 ans dimanche dernier. Tu le fais pas du tout. Merci, les gens ne vont pas pouvoir regarder ça, mais moi aussi, je pense que je ne le fais pas. Vraiment pas pour vrai. C'est gentil. Mais comme je disais, c'est quelque chose que maintenant, ça facilite beaucoup, je dirais, les faits qu'on peut les nommer et qu'on peut réfléchir sur quelque chose, c'est palpable. Et avant, j'ai tout simplement, et plusieurs personnes de ma génération ont vécu ça comme, en fait, on est différent. On est inférieur et il faut toujours faire plus pour pouvoir atteindre un certain niveau d'humanité donné. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, on porte avec nous toute notre vie. Même si on fait beaucoup de thérapie après, qu'on lit, qu'on est un expert sur le sujet, c'est sûr que ça nous interpelle encore. Et c'est là, c'est présent. Donc, je pense que oui, maintenant, on est capable d'identifier, de riposter et de, comment je peux dire, de pouvoir contrer, je pourrais dire, avec un langage plus adapté, plus adéquat, chose qui n'existait pas avant parce que c'était les non-dits. Donc, différemment de l'Afrique du Sud où il y a eu l'apartheid ou des États-Unis où il y a eu effectivement de la ségrégation raciale. Et j'invite toujours les gens aussi à se rappeler qu'au Canada aussi a existé de la ségrégation raciale contre les peuples autochtones, contre les personnes noires, contre les Japonais aussi. Ils ont vécu ça. Donc, c'est quelque chose que ça se développe, je dirais, très progressivement au Brésil. Une certaine littératie raciale, je dirais. Donc, tout le travail d'intellectuels publics, d'expliquer, d'aller dans les radios, d'écrire d'articles dans des grands journaux de circulation, d'aller sur les plateaux de télé aussi pour vulgariser qu'est-ce que c'est les statistiques, parce que parfois les gens ne comprennent pas ça existe effectivement des données qui sont factuelles à l'égard de l'insertion dans les milieux de travail, à l'égard du fait de comment on se relationne entre nous. Il y a une chaire de recherche à l'Université fédérale de la Bahia. Je parle souvent de ça parce que les gens parfois ne les connaissent pas et c'est un peu bizarre le nom. C'est une chaire de recherche qui parle de la solitude de la femme noire. Parce qu'au Brésil, il y a des données statistiques qui indiquent que plus la femme noire, elle a acquis des années des études, qu'elle a un bac, une maîtrise, un doctorat, plus grande est la chance qu'elle ait un genre de célibat forcé. Ah ouais, hein? Parce que, elle est déjà dans une place qui n'est pas censée, entre guillemets, à être pour elle. Donc, elle a une ascension sociale. Et au Brésil, malheureusement, on associe les travails précaires, les travails avec, comment je peux dire, qui sont moins payés, moins valorisés par la société, je vais dire, aux femmes noires. Donc, je dirais que dans la pyramide des classes sociales du Brésil, la femme noire est vraiment à la base. Donc, quand elle arrive à avoir une certaine ascension sociale, mais ses pairs sont tous blancs,
Ouais. Et à cause du racisme au Brésil, mais un homme blanc ne va pas s'intéresser pour une femme noire. Ouais. Il va s'intéresser pour une femme blanche parce que, tout simplement, c'est nos concepts, les concepts de beauté, l'idée de ce qui est attirant chez une femme, même si on est 56% de la population, ça vient de nos associations aux traits d'européanité. Oui. Donc, tout ce qui est associé aux traits d'africanité est vu comme vulgaire, comme pas beau, pas valorisé. Et quand ce n'est pas ça, il y a c'est quand même drôle parce qu'il y a aussi l'autre côté. C'est que quand cette femme-là, elle est désirée, c'est une hypersexualisation de son corps. Donc, c'est pas la femme avec qui tu vas te marier, va avoir des enfants, c'est la femme avec qui tu vas avoir justement un one-night stand. The other woman. Exactement. Et ça, il y a des données statistiques qui l'indiquent, c'est une réalité. Donc, l'idée, justement, quand j'étais invitée à écrire les livres sur le colorisme, c'était justement pour un peu expliquer qu'est-ce qui arrive au Brésil pour qu'on ait ce genre de lecture raciale des gens en ce qui concerne les personnes issues de l'apprentissage. Parce que quand j'utilise quand même la terminologie de l'IBGE, que c'est comment je peux dire, l'organisation étatique semblable à Statistique Canada. Donc, l'IBGE va faire les recensements de la population et c'est 56% de la population c'est la population noire. On a 2 classifications dedans. Les pretos, qui ça veut dire les noirs de pelle très foncée, et les pardos. Les pardos, ce sont ceux et celles qui ont la peau plus claire, comme moi, qui ont certains traits qui indiquent un niveau de miscigenation, mais qui sont encore non blancs, sont encore associés, sont noirs. Et bien évidemment qu'il y a toute une discussion dernièrement sur l'invisibilisation de notre héritage autochtone, parce que quand on parle pardo, on associe immédiatement l'africanité dans les traits culturels. Mais c'est sûr que dans la composition de la population des pardos, de ces personnes noires avec la peau foncée, il y a l'élément autochtone. Mais c'est qu'il y a eu un processus tellement violent en relation par rapport à la communauté autochtone. Il y a eu un génocide tellement important qui sont très, très minoritaires, donc qui sont effacés même au niveau de nos traits. On les reconnaît plus. Et au niveau culturel aussi. Mais le colorisme, il agit justement pour nous aider dans les gradients, je dirais, dans les grilles des couleurs de la population brésilienne, d'identifier exactement qui sont les non-blancs et les non-blancs qui n'ont pas les mêmes privilèges que les blancs. Donc, il y a les noirs foncés, tu les regardes et tu les associes immédiatement à une personne avec un héritage africain, mais il y a aussi ces personnes qui ont un trait de miscigénation, de métissage, mais qui n'ont pas les mêmes privilèges d'une personne blanche, mais qui ont certaines facilités. Je ne parle pas de privilèges, je parle de facilités au niveau de l'emploi, au niveau de la conception de leur beauté, de leurs compétences, de leur niveau. C'est comme moins pire. Exactement. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment, historiquement, on va créer justement cette hiérarchisation raciale. Et on ne peut pas penser à ça sans penser dans notre processus de colonisation. Donc, le colorisme est comme l'enfant, je dirais, du processus de colonisation en Amérique latine. Et qui est aussi présent dans d'autres pays. Donc, c'est présent dans toute l'Amérique latine, en fait. C'est ça, c'est que peu importe dans quel pays, le colorisme est présent, selon moi, dans toute la communauté latinex. C'est juste que, par exemple, moi, j'ai fait un voyage au Brésil. Et moi, le colorisme, c'est quelque chose qui m'a toujours affectée, que j'ai toujours été consciente de ça. Puis je trouve ça drôle que tu disais ça, que tu aurais aimé que ces personnes-là soient là à ton enfance, parce que j'ai vécu la même chose, moi, avec les réseaux sociaux. Des choses aussi simples que comme juste voir Brown is beautiful. Moi, j'ai jamais grandi avec ça. J'ai jamais vu comme une image d'une femme qui, même si c'est un dessin, qui a certains traits qui me ressemblent, qui a la peau bronzée, puis qui c'est comme this is beautiful. Moi, je suis comme, mon Dieu, que j'aurais eu une meilleure confiance en moi adolescente. Mais ouais, donc ce voyage-là au Brésil, pour moi, c'était
c'était de reconnaître comment que, en tant que femme latine, c'est ancré en moi, mais le fait d'être au Brésil, pour moi, c'était justement, comme tu dis, il y a une violence beaucoup plus ancrée et beaucoup plus palpable, je crois. C'est comme au Chili, je trouve, tout le monde le sait. On le voit comme un peu comme tu disais que, par exemple, tous les travaux, par exemple, à la télé, tous les acteurs là, sont blancs. Là. Plus c'est un poste de travail qui est, disons, prestigieux, ça va être des personnes blanches. Puis plus c'est ce qu'on considère plus de basse catégorie, ça va être des personnes plus foncées. Mais au Brésil, c'est comme si je sentais pour moi, en tout cas, ou je sais pas si c'est parce que c'était ce type de voyage-là, que c'était pour du théâtre comme engagé, mais j'avais l'impression que c'était dans la bouche de tout le monde. Tout le monde, c'était comme présent, je le sentais comme même dans l'ambiance. Puis moi, un des moments qui m'a le plus marqué de ce voyage-là, c'est quand on est allé dans c'était un musée qui était que dédié à des victimes qui ont perdu la vie seulement pour être noires. Ça, on m'avait dit ça. Moi, je pleurais. Je pouvais pas croire que c'était à l'entrée du musée, ils nous ont dit ça. Et la première salle d'exposition, il y avait comme plein de souliers accrochés. C'était des souliers d'enfants. Il y avait plein de souliers, puis il y avait comme sur la muraille, sur le mur, c'était écrit, je m'en souviens plus, j'ai une photo à quelque part, je la mettrai sur notre Patreon. Sur Patreon work. Quelque chose comme de vivre notre vie, qu'on ne devrait pas avoir peur pour notre vie, et tout ça. Puis ça, c'était avant que le Black Lives Matter arrive ici, là. Donc, c'est vraiment déchirant. Puis donc, toi, je pense pas que tu l'as mentionné. Quand tu es arrivé ici en 2015, c'est ça? Donc, tu as quand même vécu beaucoup au Brésil. Comment tu as senti ça, justement, de grandir là-dedans, dans cet environnement où est-ce que tu sens cette différence-là aussi marquée et de venir ici au Québec? Comment tu as pu construire cette force-là que tu as d'être activiste? Mais je pense que à un moment donné, il faut choisir tout simplement accepter les choses comme elles sont. Ou tout simplement se battre pour, sinon transformer pour notre génération, mais transformer pour les prochaines. Donc, je pense qu'à un moment donné, comme je disais avant, en étant enfant et adolescente, je l'acceptais. Et plus tard, avec les outils justement nécessaires en étudiant et plutôt, je pense que les savoirs, on va dire, la recherche, la compréhension, c'était un phénomène, justement, comme tu viens de dire, partagé par toutes les Latino-Américaines, qui existe en Europe, qui existe au Canada, qui existe aux États-Unis, y compris le continent africain. Et pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne justement que les processus de hiérarchisation raciale, il est tributaire des besoins économiques. Ouais. Il faut vraiment cadrer, je dirais, le phénomène du colorisme à cette nécessité dans le capitalisme de créer des espaces pour les personnes qui vont être mieux payées, moins payées, pour justifier parfois de donner vraiment un salaire indigne à des activités qui sont essentielles. Donc, je donne comme un exemple tout le travail, c'est le travail de proximité, de care, je dirais, les travails d'entretien ménager, les travails de prendre soin des enfants, les travails de cuisinier pour les gens. Ce sont des travails qui sont faits par des personnes. J'aime beaucoup le concept que Rémi Bachand, qui c'est un professeur de l'Océan, utilise, c'est les subalternes. Donc, ce travail compris comme de la subalternité pour que dans un système économique, on justifie donner ainsi une rémunération si modeste et parfois indigne, on va créer d'autres éléments. Donc, parce que le travail, on le sait qu'il est essentiel, mais il faut l'associer à quelque chose d'inférieur. Donc, on va cadrer un groupe de notre communauté à faire ce travail-là parce qu'ils sont, entre guillemets, supposément, ils sont pas bons pour les lettres. Ils sont pas intelligents.
Ils sont plutôt manuels. Et ça, ce sont des stéréotypes qu'on va associer à ces communautés-là, un peu pour les garder dans un espace cloisonné dans lequel on peut les explorer d'une façon, entre guillemets, justifiée. Et c'est à peu près ça. Ça, c'est un legs, je dirais, de processus de colonisation qu'on a eu, qui était extrêmement violent en toute l'Amérique, et qui a besoin de dire, bon, mais les Européennes portent les valeurs civilisatoires, ils portent les savoirs, les lumières, comme on dit en France, et les sauvages, les autochtones, eux, bon, mais ils ont de la chance qu'on vient ici leur montrer comment vivre. Donc, c'est sûr que dans la société qu'on va bâtir en ce moment, qu'on est en train de tout simplement mener l'invasion de leur territoire, on va les placer pour faire des travaux qu'ils peuvent faire. Donc, les travaux de subalternes. Donc, il y a des cadres de peinture au Brésil, des ouvrages qui montrent vraiment les femmes noires qui allaitaient. Les enfants des seigneurs d'esclaves. Et ces femmes, généralement, elles étaient les victimes des viols systématiques par leurs seigneurs. Donc, c'est très ancré dans la culture brésilienne que la femme noire, elle exécute les travaux manuels. Elle est c'est pas seulement susceptible, mais c'est comme si elle a une place naturelle. C'est comme elle est toujours disponible au service sexuel de qui a les désirs pour le faire. Et c'est drôle parce que c'est tragique, parce que je lisais hier une nouvelle statistique qui indique que la plus grande partie des victimes de viols au Brésil, ce sont les femmes noires. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'elles sont à la disposition de nos services, surtout dans cette idée de patriarcat. Et ça, historiquement, ça reste dans un imaginaire collectif. Et pour les briser, il faut comprendre notre processus historique. Il faut l'expliquer pour qu'on puisse tout simplement émanciper même les personnes blanches de leur conception erronée de l'histoire. Oui, mais parce que le problème avec ça, c'est que justement, mais comme tu l'as très bien expliqué, c'est que toute cette idéologie, ce système-là, en fait, ça fait que ça supporte le système économique, donc ça fait leur affaire. Mais c'est que aussi après, les personnes de couleur intériorisent ça aussi et eux-mêmes ne se sortent pas de ce carcan-là parce qu'ils ont intériorisé tout ça de se dire, ben je vaux pas mieux que ça. Et ça, je le vois beaucoup justement chez les Latinos américains, tout dépendant, peu importe de leur pays, que selon, pour moi c'est si illogique, mais des fois selon leurs traits, même si le travail n'a pas rapport avec, tu sais, c'est pas mannequin, là, mais à cause de leur trait ou leur couleur de peau, ils vont se sentir inférieurs et ils ne vont pas sentir qu'ils méritent mieux. Ça crée comme... Puis après ça, ben là, t'as les gens de classe alta. De la classe... de la classe... élevée, je sais pas. De la bourgeoisie. La bourgeoisie. Qui dit, ben c'est ça, de toute façon, ils veulent pas céder, tu sais. Ouais, mais c'est parce que c'est plus que... Puis même s'ils sont capables de combattre ces idées-là, puis qu'ils veulent, puis qu'ils se disent « je vais le faire », ben à cause de ce cycle-là, ben leur famille n'est pas capable de les supporter financièrement pour qu'ils poursuivent leurs études, pour qu'eux autres n'aient pas besoin de travailler pour se concentrer sur leurs études, pour avoir les notes nécessaires pour peut-être avoir une bourse, peu importe, que souvent, il n'y en a pas tant déjà, tu sais, dans ces pays-là. Donc, tu sais, ils sont pris, t'es pris là. Tout est contre eux. Parce que le système aussi, après, dans les faits, c'est qu'il est contre eux aussi. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on parlait dans quelques épisodes aussi, qu'est-ce qui est particulier, puis selon moi, encore plus déchirant dans notre communauté, c'est comme, par exemple, ici, on parle de racisme systémique. Mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit changer, selon moi, là, au Québec, c'est que souvent, on va séparer un Québécois, un Noir. Un Québécois, un Latino. Donc, il y a du racisme, mais c'est comme nous et eux. Tandis que avec les Latinos, ben, c'est un Brésilien noir, mais c'est quand même un Brésilien. C'est pire parce que c'est entre nous.
Tandis que je dis pas qu'au Québec, il y a cette séparation-là. D'après moi, un homme noir ou peu importe ta couleur, t'es quand même un Québécois si t'es au Québec. Mais il y a quand même cette différence-là qui peut-être leur donne cette espèce de pouvoir de racisme qui se disent, ben, s'il y a eux autres puis il y a nous. Mais là, c'est qu'en Amérique latine, ce que je trouve encore plus horrible, c'est que c'est comme on se déteste entre nous-mêmes. Et on a ce self-hate aussi, tout dépendant de nos traits, ou de ne pas vouloir justement bronzer, de pas vouloir, ou de se détacher de ça. C'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Mais tu sais, en t'entendant, ça me vient justement à la tête un concept de Lélia Gonzalez, que c'est une importante intellectuelle brésilienne noire, qui justement l'une de celles qui ont ouvert vraiment le chemin pour réfléchir sur la réalité raciale au Brésil. Et elle avait une drôle de phrase qui disait, quelqu'un lui demandait, vous êtes de droite, de gauche? Elle dit, écoute, je suis de gauche, mais pour les gens de gauche, je suis noire. Donc, c'est drôle parce qu'elle a riposté entre gauche et droite, je suis noire. Donc, rappelez-vous que pour les deux, là, je continue à être une femme noire. Mais elle essayait justement empowered, je dirais, notre conception aussi de notre contribution pour la société. Donc, elle disait, par exemple, comme vous le savez, la colonisation brésilienne a été faite par les Portugais qui ont envahi notre territoire en 1500. Et ceci étant dit, les Portugais, comme on les dit, comme on les parle, au Brésil, un accent différent, on a un lexique différent. Et c'est drôle parce que maintenant, on a comme inversé les joues coloniales parce que c'est le Brésil qui mène, je dirais, toutes les règles en ce qui concerne le portugais. Parce qu'on est plus nombreux, l'économie est plus importante. Donc, on a inversé. C'est un différent. Par exemple, ici, la relation encore du Québec avec la France, parfois, c'est une relation pas. On regarde tout ce qui arrive en France, même ce qui est horrible. Par exemple, avec Zemmour et des choses, Marine Le Pen, et là. Et on essaie au lieu d'imiter les bonnes choses, on imite ce qui est pas bon. Mais en tout cas, on a inversé ce qui existe encore ailleurs. Mais les Portugais, Lélia Gonzalez, elle disait, non, au Brésil, on parle português. Parce que c'est preto, qui c'est mot en portugais qui veut dire noir foncé. Donc, c'est português. C'est pas portugais, c'est português. Et pour valoriser toute la manière qu'on parle le portugais, qui est tributaire de cet héritage important de l'africanité au Brésil. Et elle essaie justement un peu expliquer ce qu'elle appelle la améfricanité. Donc, il faut comprendre que, oui, on a passé par un processus colonial qui a été extrêmement oppressant, mais notre culture, c'est qu'on a des mieux. Au Brésil, en Amérique latine, de façon générale, est très liée à ces héritages autochtones et africains. C'est juste qu'on n'a pas appris à les considérer, qu'on en comprenne notre musicalité, notre façon de parler, notre culture, notre façon de sentir les choses. Ça vient de ces racines. Ben oui. Ça vient pas de l'Europe. Puis, en fait, moi, je veux revenir sur le livre, justement. On l'a comme pas introduit, mais... donc, tu as écrit Est-ce que c'est ton premier livre? Non, c'est mon deuxième. Ton deuxième. Mais il est écrit en portugais, mais il y aura une traduction pour les Français de la maison d'édition française qui s'appelle Editora Anaconda. En français, en France. Donc, en 2022, on aura Colorisme en français. Parfait. Ben, c'est sûr que j'achète ce livre. Merci. Ben, en fait, justement, moi, je voulais te demander comment t'es née, parce qu'évidemment, bon, ça t'habite, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à en écrire un livre, même si c'est des causes qui nous habitent. Ça a été quoi ton processus qui t'a mené à l'écriture et comment a été ce processus d'écriture-là? Est-ce que ça a été douloureux de certains passages pour toi Écoute, j'aurais aimé avoir eu plus
de maturité et de compréhension d'où j'étais en train de me mettre quand j'ai accepté. Parce que au début des recherches, je suis une chercheure par nature depuis très longtemps. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Donc, faire la collecte de données, repérer la littérature, réviser les cadres de référence. Mais à un moment donné, au moment d'écrire, il faut que tu cherches une motivation pour écrire. Préparer ton enfant, boire ta lunch, nanana, s'asseoir devant l'écran avant ton travail régulier. Donc, il faut que tu fasses ça plus tôt. Pour écrire, il faut que tu aies une motivation viscérale pour faire. Il faut que tu ailles chercher ça dans tes tripes. Et je suis allée vraiment revisiter des souvenirs que j'avais pensé avoir été déjà réglés dedans moi. Ouais. Donc, il y a eu, dans certaines phases du livre, parfois, je appelais ma mère pour lui demander, juste pour être sûre que mes souvenirs étaient encore intacts. Parce que parfois, tu sais, la mémoire, c'est quelque chose de mobile. Donc, j'écoute, rappelles-tu de tel événement? Elle dit, non, ça s'est passé exactement comme ça. Et en plus, et elle me rappelait des choses, j'étais comme... j'avais oublié ça. Et après, j'ai retourné dans l'écriture et je disais, OK. Donc, j'ai utilisé un peu comme force motrice ce souvenir-là pour comprendre qu'il fallait passer à travers. Mais oui, c'était un processus douloureux. C'était un processus aussi à plusieurs reprises d'auto-sabotage. Donc, j'ai écrit les mêmes livres. Là. J'ai écrit 3 versions de ces livres. J'ai 3 versions encore. Et c'était la dernière qui, finalement, j'ai envoyée à la maison d'édition par pression, justement, de Jamila Ribeiro, qui coordonne la collection des dents de la maison d'édition. Et tant mieux qu'elle m'a fait beaucoup de pression, mais dans le bon sens, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour une sœur. Et c'est comme ça qu'on se voit. Mais c'était vraiment un moment... Je sentais vraiment que je ne voulais pas les publier. À un moment donné, j'étais comme, c'est pas bon, c'est pas assez bon. Je n'ai pas encore... trouvé les nerfs. C'est un gros sujet, là. C'est un gros sujet. Et je voulais vulgariser. Donc, j'ai trouvé, mais ce passage ici est trop difficile. Il faut que je vulgarise parce que je ne veux pas écrire pour mes pairs. Je vais écrire pour les personnes qui sont dans le secondaire, des gens qui n'ont aucune lecture, qui vont lire les livres, ils vont avoir une compréhension des bases sur le sujet. Donc, j'essayais de vulgariser le plus que je pouvais, mais pour chercher cette force-là, oui, il faut que tu te revisites. Mais je ne pense pas qu'il y a un processus d'écriture qui ne soit pas personnel et qui n'utilise pas une certaine force vitale que tu as. Et, oui, c'est douloureux, mais comme dit un philosophe que j'aime beaucoup, qui c'est Théodore Adorno, l'angoisse est la mère, c'est elle qui génère la connaissance. Donc, il faut se permettre d'être attristé, angoissé, accéder à ce sentiment-là pour y revenir. Pour avoir la créativité. Mais c'est fun. Est-ce que tu as eu des réponses de des gens, justement, plus adolescentes ou peu importe, qui auraient lu ton livre? Oui? Ça, je pense que c'est évidemment, il y a une récompense financière, il y a une reconnaissance, c'est toujours bien, et on est content et tout ça. Mais oui, j'ai eu des messages. Les réseaux sociaux, c'est un Far West très, très, très sombre parfois. Mais je dois dire, je me compte très, très, très chanceuse parce que pour moi, c'est vraiment un lieu de contact avec mes lecteurs et lectrices. Et j'ai eu des témoignages via Instagram et Facebook que je garde précieusement, des audios de personnes qui m'ont envoyé des photos. Je reçois presque tous les jours une photo via Instagram de quelqu'un. J'ai acheté ton livre, nanana. Et ça, je pense que c'est la meilleure récompense qu'un auteur peut avoir. C'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, ça fait en sorte que
tout a valu la peine. Cool. Super, mais je suis content pour toi. Mais est-ce que justement, comment est partie l'idée du projet? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a approché ou est-ce que toi, tu t'es dit, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre là-dessus? Parce que tu as dit que tu as accepté tantôt. J'ai accepté exactement parce que je pense pas que j'allais avoir le courage, sincèrement. Parce que c'est un sujet tellement touché entre la communauté noire. Parce que c'est un peu pointé du doigt entre nous pour qu'on reconnaisse l'intégration du système racial dedans de notre communauté. Et je pense que pour guérir, il faut les reconnaître. Et c'est pas dans le sens que, comme on entend souvent, mais les Noirs sont plus racistes que les Blancs. Non, c'est pas ça. Les Noirs sont pas plus racistes que les Blancs. C'est que nous, dans la communauté des personnes racisées, on est tellement vulnérabilisés et on est tellement jetés à une place des précarités et des subalternités qu'à un moment donné, on intègre ces cadres de valeurs-là. Mais pour pouvoir plus tard les rejeter, il faut les comprendre. Et c'est ça que les livres veulent faire. C'est de comprendre le cheminement, de comment ça s'est sorti de cette idée que des traits d'européanité sont supérieurs, sont plus beaux, plus intéressants que les traits de l'autochtonité et de l'africanité. Mais ça sorti de ça s'est développé de cette manière. C'est ça notre legs, reconnaissons-le. Et à partir de là, on va pouvoir construire des mécanismes d'émancipation pour les Blancs et pour les Noirs. Parce que c'est ça, je viens de me rendre compte que quand j'ai fait le parallèle avec le Québec, justement, puis on en parle depuis tantôt, mais on n'a pas vraiment donné de définition de c'est quoi le colorisme pour peut-être les gens qui ne savent pas, mais c'est parce que c'est ça la grosse différence pour moi, c'est que le racisme, c'est qu'on voit plutôt ça justement comme eux et nous, tandis que le colorisme, c'est entre la même ethnie, c'est entre la même communauté que cette espèce de classement, parce qu'on peut pas... Est-ce que pour toi, comment tu classes ça, justement, le racisme et le colorisme? Est-ce que tu dirais justement que au Brésil, il y a du racisme entre eux ou c'est vraiment le colorisme et qu'est-ce qui définit un de l'autre? J'aime dire que le colorisme, c'est une technologie de racisme. Donc, dans toutes les sociétés qui sont racialisées, on utilise le colorisme en français, pour distinguer les personnes qui ont un certain niveau de miscigenation, de métissage, je dirais, mais qui sont lus comme non blancs, mais qui ont des traits parfois perdus un tout petit peu ici, là-bas, d'européanité. Donc, pour les systèmes qui sont racialisés, il faut absolument avoir une gradation. Il faut discipliner les corps et les places des gens. Donc, le colorisme, il aide justement à définir qui n'est pas blanc et qui est blanc. Et en ce faisant, bien sûr qu'on a des actes racistes en raison du colorisme, mais pour avoir un ayant, je dirais, une approche du colorisme sur quelqu'un, il faut que j'ai une conception raciste du monde. Et ça, j'en suis désolée, tout le monde a ça. On était tous sociabilisés dans des sociétés racialisées. Donc, il faut comprendre qu'on est grandi avec ce système-là et pour pouvoir s'en sortir, s'émanciper de ça, il faut comprendre comment il s'enracine dans la société et dans notre intérieur aussi. Et surtout parce que c'est pas seulement le colorisme, il agisse pas seulement entre la communauté racisée, il est aussi pratiqué par les personnes blanches parce que parfois, dans un système, on va dire, d'embauche, un processus de sélection, on va privilégier entre les femmes noires, la femme noire qui a les cheveux moins crépus, la femme noire qui a la peau la plus pâle. Et ça, c'est drôle parce que c'est les gens des loges
qu'il n'y ait pas d'éloge. Comme on appelle ça. Écoute, toi, tu es noir, mais tu es exotique. Ouais. Ça, c'est les pires éloges que tu peux faire. Non, je ne suis pas exotique, je suis noire. Et être noir, c'est pas être exotique, parce qu'être blanc, c'est pas la normalité. That's it. Merci. Bon, sur cet excellent point, pour vrai, il va falloir qu'on wrap up. Oui. Ben moi, je voulais aussi finir peut-être sur une note un peu plus positive, là, parce qu'on bâche beaucoup notre communauté. Mais il le faut parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer et tout. C'est du tough love. Ouais, tough love. Mais moi, je sais que, tu sais, même si, comme j'ai dit dans mon voyage au Brésil, que c'est ça qui m'a beaucoup marqué, mais d'un autre côté, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est toute la richesse de la culture noire et cette fierté qu'on retrouve, que je ne retrouvais pas. Ouais. Et moi, bon, j'étais allée là en tant qu'actrice, donc c'était vraiment au milieu du théâtre, mais j'ai trouvé, moi, je me souviens que c'était une des meilleures pièces que j'ai vues. Je crois que je me souviens même du titre, que c'était Fabulation, quelque chose comme ça. Fabulation. Et j'ai adoré cette pièce. C'était des actrices tellement investies. Puis je me souviens que ça parlait de ça aussi. Il me semble qu'il y avait un côté mais c'était toujours présent là, dans les pièces que je suis allée voir. Puis qu'à un moment donné, ils sont venus nous chercher des femmes dans le public et on était toutes en cercle sur le stage et on s'est toutes pris les mains. Puis il y avait comme une espèce de speech de s'accepter, de empowerment de femmes. J'ai trouvé ça... c'était incroyable. Fait que c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de beauté puis de fierté qui enrichissent tellement notre culture, puis qu'on fait juste perdre à ne pas embrace ce côté-là de nous, peu importe à quel degré on l'a dans notre peau ou dans nos traits. Alors, c'est ça que je voulais dire. Mais merci énormément, puis peut-être aussi sur quelques mots rapides, parce qu'on a pris quelques secondes. Ah non, ça, c'est trop un gros sujet. J'allais parler sur le racisme systémique au Québec, si on pourrait faire un autre épisode là-dessus, mais peut-être un message sur ton... Parce que par rapport à ton activisme et tout ça, où est-ce que tu trouves, toi, l'espoir dans notre communauté latinex ou plus précisément au Brésil, comme tu le sens, par rapport à l'évolution sur le colorisme? Où est-ce que tu trouves ton espoir et est-ce que tu le vois? Mais je trouve l'espoir dans des initiatives de valoriser ce qu'on produit de mieux. Tu sais, Kashai, c'est un excellent exemple. C'est des activités, des initiatives qui viennent de notre communauté pour notre communauté. Donc, c'est pas seulement entendre des gens qui parlent sur le monde, sur nos expériences. Nous sommes capables et outillés et on réunit toutes les compétences nécessaires pour parler de l'Amérique latine, faire aussi les connexions avec les mondes où on est enraciné, qui c'est le Canada. Et appelez pas d'autres personnes pour parler de l'Amérique latine. Non, appelez-nous. C'est ça. Puis d'accepter que ça vaut pas moins. Ouais, que c'est pas, mais c'est pour les Latinos. Là. Non, c'est pour tout le monde. As big. Et d'avoir une approche décoloniale, c'est-à-dire les expériences, les stratégies politiques, des résistances populaires en Amérique du Sud ont beaucoup de valeurs et l'Amérique du Nord, le Nord global, a beaucoup à apprendre avec ce qu'on développe au Sud. Wow. That's it. Mais merci, Alexandra. C'est merveilleux de finir là-dessus. Merci énormément. Tu es un amour. J'en aurais pris 3 heures de plus. Ouais, t'as tellement de voix douce, là. Oui, c'est tellement le fun de t'écouter, là. Oh. Ouais. Mais sur ça, merci. Et merci à ceux qui nous ont écoutés d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis, toutes les informations de Alessandra vont être aussi dans la bio, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye.